Le pays mérite un choix clair et réel lors des prochaines élections. Il est devenu évident pour moi que si je dois me concentrer sur des batailles internes, je ne peux pas être la meilleure option lors de ces élections. Justin Trudeau et l'annonce de ce qui semblait devenu pour plusieurs inévitable. Celui qui affirmait il y a moins d'un mois encore être toujours le meilleur candidat pour mener son parti lors de la prochaine campagne jette l'éponge et il précipite les libéraux dans une course au leadership en route vers une élection printanière qui semble maintenant inévitable. Le départ de Justin Trudeau peut-il changer les perspectives électorales des libéraux? Alex Chantal Michel, bonjour, bonne année. Bonjour, bonne année. Bonne année à On vous. revient un petit peu plus rapidement que ce qu'on avait prévu parce que l'actualité nous l'impose, ma foi. Quand on s'est parlé la dernière fois lors du bilan, c'était une possibilité. M. Trudeau avait l'air bien en selle encore, quand même. Évidemment, il s'est passé bien des choses depuis ce temps-là. Mme Freeland est partie, la lettre incendiaire qu'elle a envoyée. Je commence avec vous, Alec. Est-ce qu'il a jeté l'éponge trop tard, M. Trudeau? Bien, absolument. Absolument, parce que ceux qui trouvaient que Kamala Harris aux États-Unis n'avait pas eu beaucoup de temps, 4 mois, pour redresser la barre de son navire démocrate, ceux qui vont prendre la place de Justin Trudeau vont avoir quelques semaines à peine. Là. C'est le 9 mars qu'on va savoir qui va lui succéder. Regardez le calendrier, probablement un vote de non-confiance à la fin du mois de mars, début avril ou plus tard. Puis là, on part en campagne électorale. Ça laisse moins d'un mois à un nouveau chef pour prendre ses aises, expliquer où il veut aller, se distancier un peu du bilan du gouvernement. Honnêtement, c'est extrêmement rapide, là. La politique nous a habitués à beaucoup de surprises, là. Alors, il faut toujours faire attention, mais je vous dirais que c'est presque une mission suicide là, pour le prochain chef du Parti libéral. Encore que, comme je l'ai dit, ça peut nous surprendre, mais il y a tellement peu de temps pour le prochain chef pour être capable d'envoyer le message qu'il souhaite aux Canadiens que ce sera difficile. Si Justin Trudeau avait démissionné à l'automne, ou même dans les premiers signes. Là, quand chez les libéraux, on a perdu le château fort à Toronto au mois de juin. Là, évidemment, on a perdu celui de Montréal après. Là, mais si à ce moment-là, déjà, la réflexion avait été plus avancée puis qu'on avait pris connaissance là, de où on s'en allait, on serait au Parti libéral du Canada en bien meilleure posture qu'on l'est actuellement. Là. Bon, Chantal, en même temps, ça semblait aller tellement mal en termes de sondage pour les libéraux. Est-ce que le prochain chef ne peut pas faire autrement que seulement améliorer un peu les perspectives ou c'est peine perdue? Mais non, là, on parle d'une course dont on ne connaît absolument pas les protagonistes et dont on ne connaît pas l'issue. Mais néanmoins, quelque part, il y a une chance pour ce nouveau chef. Et étonnamment, cette chance, elle lui vient de Mar-a-Lago et de Donald Trump. Qu'est-ce que M. Trump est en train de faire? Il est en train de changer la question de l'urne au Canada, de simplifier les choses pour le prochain chef libéral. Parce que ce chef-là, dans l'état des choses, avec l'arrivée de Donald Trump le 20 janvier, il n'aura pas à réinventer toutes les politiques du gouvernement fédéral. Cette question de Donald Trump va vraisemblablement dominer le discours électoral et la course au leadership. Et là, la question de l'urne, ça ne va pas être « aimez-vous la taxe carbone? Pensez-vous que le programme des garderies devrait continuer? » Ça va être qui de ce nouveau chef, nouvelle chef, ou Pierre Poilievre, est le mieux placé pour gérer la relation avec Donald Trump. C'est une question beaucoup plus avantageuse pour le prochain chef, dépendant de qui on choisit, que n'importe quoi que Justin Trudeau aurait pu faire, parce que lui aurait été obligé aussi de défendre tous les éléments de son programme. Donc, de dire aujourd'hui, il n'y a aucune chance, c'est comme de dire qu'on sait ce que Donald Trump va penser dans 2 semaines. On ne sait pas. Michel, est-ce que dans ce contexte-là, c'est plus facile pour le prochain ou la prochaine chef de prendre ses distances de l'héritage Trudeau? Ben, le passif va être moins important dans le débat électoral, ça c'est certain. Chantal a raison, la question de l'urne, elle a changé, c'est qui voulez-vous pour faire face à Donald Trump? À partir de ce moment-là, on verra qui est le mieux, qui va mieux être capable d'expliquer ça. Mais c'est quand même pas simple pour M. Poilievre, qui encore cette semaine là, avait la pancarte axe de taxe, baissons les impôts sur son lutrin. Lui, il faut qu'il fasse un virage en épingle. Il faut qu'il fasse un virage à 180 degrés et il faut qu'il le fasse vite. Et on ne l'a pas entendu sur cette question-là, sauf pour dire, évidemment, on ne sera jamais le 51e État des États-Unis. Chantal, je l'ai vu réagir.
Oui, mais c'est aussi que sur le plan de match, qui va commencer à s'articuler avant que le nouveau chef soit choisi, là, on s'entend là-dessus. Sur le plan de match, c'est pas aussi facile de dire blanc quand les libéraux disent noir. Il n'y en a pas 50 plans B ou plan C qui traînent dans les rues, un pour Pierre Poilievre, un pour le gouvernement libéral. Et on peut imaginer en plus que quand la réplique va prendre forme, selon les événements qu'on ne connaît pas encore, plusieurs premiers ministres provinciaux, forcément, vont devoir être d'accord avec le gouvernement libéral. Ces premiers ministres provinciaux, qu'est-ce qu'ils ont beaucoup en commun? Ils sont conservateurs, souvent. Alors, M. Poilievre va être sur une glace où ça va être beaucoup plus difficile de dire ceci est un échec, surtout qu'à chaque fois qu'il va le dire au sujet de la stratégie canadienne, il va avoir l'air de miner la cause du Canada contre les États-Unis. On est vraiment dans une discussion qui est complètement différente. Je veux vous dire aussi, sur le bilan libéral, si vous les prenez une par une, les politiques du gouvernement de M. Trudeau ne sont pas immensément impopulaires ou d'aucune façon comme, par exemple, la TPS à la fin du règne de Brian Mulroney ou, par exemple, les échecs constitutionnels à répétition du même gouvernement. Alors, il faut faire un peu attention quand on dit le bilan Trudeau, il faut s'en éloigner. Moi, je pense qu'il y a un risque quelque part de se dire on va jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est probablement pas essentiel. Alex, sur la course, parce que là, on a des détails de la façon dont cette course-là va s'articuler. Elle est rapide, évidemment. Ça, c'était évident que ça allait être ça. Elle coûte cher pour s'y inscrire, 350 000 $. Est-ce que c'était la bonne façon de faire? Est-ce que c'est ce qui permet aux partis de procéder plus rapidement? Oui, bien, on a tellement peu de temps qu'il faut éliminer les candidats touristes. Là. On ne peut pas faire une course à 7, 8, 10 ou 12 candidats. Là. Ça serait extrêmement compliqué. Il faut donner un choix un peu plus clair aux militants. Puis la meilleure manière d'y arriver, bien, c'est d'abord d'avoir un prix d'entrée très, très élevé. 350 000 $, c'est beaucoup d'argent. C'était 75 000 la dernière fois que les libéraux se sont choisis un chef. Puis il y avait eu quand même plusieurs candidats à 75 000. Donc là, on a vraiment voulu restreindre le champ des possibles. Pour ramasser 350 000 $ en quoi? Moins de 2 semaines, là, ou à peu près 2 semaines pour pouvoir présenter sa candidature à temps au début de la course, ça prend une machine très structurée. Ça veut dire que les candidats doivent être bien organisés. C'est pas juste qu'ils doivent être connus, ils doivent être bien organisés. Inévitablement, ça restreint le choix. Donc, ça fait une course avec, probablement, on verra qui y va pas, mais un Mark Carney, une Chrystia Freeland, peut-être Christy Clark, peut-être un 4e candidat qui se faufile, mais je vois pas une course là à plus que 4, peut-être 5 là, qui vont essayer de se lancer parce qu'après ça, bien, ça va être très compliqué. Donc, il y a des candidats, Mélanie Joly en fait partie, peut-être que François-Philippe Champagne en feront partie, qui se sont dit, dans ces conditions-là, avec la difficulté que ça pose, puis évidemment avec la mission très difficile qui s'annonce en très peu de semaines, bien, on est peut-être mieux de passer notre tour cette fois-ci, faire travailler notre équipe, nos organisateurs pour quelqu'un d'autre, qui vont prendre l'expérience, puis on se retrouvera peut-être dans 1 an et demi, dans 2 ans, quand il y aura une autre course si le chef ne fait pas le travail entre-temps. Donc, il y en a qui ont stratégiquement décidé de passer leur tour, puis c'est peut-être pas une mauvaise idée avec les conditions actuelles. Un tour de pratique pour certains d'entre eux. Michel, je vous ai vu réagir. Vous êtes d'accord avec la façon dont ils ont bâti les règles de façon très serrée? Ils n'avaient pas le choix. Ils ne voulaient pas ce que Alec appelle gentiment des candidats touristes ou des candidats qui n'ont pas de chance de l'emporter. Ils n'en voulaient pas. À partir de ce moment-là, on met un prix d'entrée fort, on s'arrange pour limiter le nombre de candidats. Ça veut dire aussi limiter le nombre de débats. Ça aussi, ça coûte cher dans une campagne et tout ça. Et avoir des gens, donc, qui sont déjà établis. Juste le fait d'aller chercher 350 000 $ en quelques jours, là, c'est pas. Il n'y a personne dans le panel aujourd'hui qui est capable de faire ça. Là. Ça prend une organisation, ça prend une couple d'amis riches, et puis la capacité d'aller lever ces fonds-là, ça, c'est pas donné à tout le monde, puis c'est pas donné à des ministres qui sont des ministres de second ordre un peu dans le gouvernement, qui veulent se faire un nom. C'est pas le temps de se faire un nom. Là. Bon. Chantal, oui. Bien, il faut probablement dire, pour ceux qui viennent de voir la course américaine, qu'au Canada, c'est pas possible que l'équivalent d'Elon Musk vienne donner 350 000 $ à quelqu'un. Les dons sont plafonnés et ce sont les individus qui doivent les donner. Alors, on peut avoir des amis riches, mais à la fin, c'est moins de 2 000 $ que l'ami riche peut contribuer à votre caisse. Et une fois qu'il l'a fait une fois, ma compréhension, c'est qu'il ne peut pas revenir. Donc, on n'est pas dans le domaine de l'argent. On va avoir des millions là, se dépenser aux États-Unis. Kamala Harris, je ne me souviens pas combien de millions étaient rentrés en quelques jours.
le système canadien n'est pas conçu de cette manière-là. Et donc, ce n'est pas de ça dont il est question. Mais d'autre part, écoutez, le 9 mars, ça veut dire que le plus court délai que les libéraux jusqu'à aujourd'hui s'étaient donné pour passer d'un chef à l'autre, la dernière fois, c'était 108 jours entre Pierre Trudeau et John Turner. Et là, on se donne une campagne d'une 50aine de jours. C'est vraiment, dans les critères canadiens, rapide. Ouais. Cela dit, le 10, il va rester 14 jours pour se préparer à aller en campagne électorale ou préparer un discours du trône. 14 jours, c'est rien. Il faut nommer un conseil des ministres, il faut se trouver une équipe, il faut s'installer. Oui. Donc, c'est pas le temps de quelqu'un qui arrive en trottinette ou avec des petites roues là, sur son vélo. C'est pas le temps d'avoir des chefs qui sont en apprentissage. Bon, là, j'ai l'image d'un candidat touriste qui arrive en trottinette. On vous l'avait abordé un peu, mais toute la question américaine puis la menace de M. Trump, la semaine dernière, on a eu l'impression, et ça a été dit, que le départ de M. Trudeau laissait une espèce de vide sur la scène fédérale qui semblait être comblé par certaines provinces. M. Ford, en Ontario, a passé beaucoup de temps sur les réseaux de télévision américaines. Est-ce qu'il est en train de prendre la place que devrait occuper le Canada là-dessus? Il prend la place qui est vide parce que le gouvernement est en transition. Et la nature horreur du vide, puis les recherchistes de Fox News aussi. Alors, c'est sûr, mais cela dit, il le fait bien. Monsieur Ford va expliquer la position du Canada. Il ne tire pas la couverte de son côté. Il n'est pas en train de faire de la partisanerie. C'est un conservateur, après tout. Il fait le boulot, oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a une vacance du pouvoir au niveau fédéral. C'est clair que quelqu'un allait la remplir, puis c'est lui. Ouais. Alec, M. Poilievre, la semaine dernière, a dit cette prorogation, puis ce que M. Trudeau est en train de faire, ça mine la capacité du Canada à défendre ses intérêts. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pas nécessairement, parce que s'il y a des tarifs qui sont imposés au Canada, mettons le 20 ou le 21 janvier, et que le Canada décide de répliquer, comme ça devrait être le cas avec ses propres tarifs, vous allez voir un Justin Trudeau devant un podium en train d'expliquer pourquoi on réplique au gouvernement américain. Quand on parle de vide du pouvoir, il y a un déficit de crédibilité, de légitimité un peu parce que Justin Trudeau s'en va, mais le gouvernement continue à fonctionner. Il y a encore des ministres qui sont en place. Et Justin Trudeau occupe un rôle qui est que Doug Ford occupe. En fait, Doug Ford occupe un rôle que Justin Trudeau ne peut pas occuper. Justin Trudeau ne peut pas aller à Fox News. OK? Le casting n'est pas bon. Ouais. C'est impossible qu'il se rende là. Doug Ford peut y aller. Mais cette semaine, la semaine qui vient de passer, Justin Trudeau était à CNN. Aujourd'hui encore, il était à MSNBC. Mm-hmm. Donc, il y a eu un vide parce qu'évidemment, il a annoncé sa démission. Il y avait un flottement. Il est allé quand même parler du Canada aux États-Unis lorsqu'il est allé aux funérailles de Jimmy Carter. Doug Ford fait son travail dans des endroits comme Fox News, par exemple. Donc, il y a un vacuum qui n'est pas total non plus. Là. C'est-à-dire qu'on ne sera pas pris à ne pas pouvoir répliquer au tarif de Trump dans 2 semaines si ça se produit. Il faut relativiser ça. Maintenant, il y a moins de débats au Parlement. Pierre Poilievre a moins de visibilité que ce qu'il aurait souhaité. Ça, c'est vrai. Ouais. Ça ne veut pas dire que le gouvernement est dysfonctionnel. Oui. D'ailleurs, au passage, M. Ford, aujourd'hui, est à Meet the Press, lui. Alors, ils font la tournée, voilà. Mais oui. Il se prépare aussi une belle campagne électorale. D'ailleurs, ça fait partie... Moi, de mes interrogations logistiques, c'est si M. Ford, comme il semble en avoir l'intention, déclenche des élections à la fin février, mettons, est-ce que vraiment le NPD, les conservateurs fédéraux, vont vouloir faire campagne au fédéral alors que leurs travailleurs ontariens sont occupés au provincial? C'est une belle question à laquelle je n'ai pas la réponse, mais je regarde aller et je me dis, si j'étais Pierre Poilievre et Chuck Meeting, je m'en ferais un petit peu pour ça. Les libéraux aussi, jusqu'à un certain degré, mais eux, ils sont contents d'attendre. Voilà. C'est un autre débat complètement. Dominique Leblanc aux finances, Mélanie Joly aux affaires étrangères et éventuellement peut-être François-Philippe Champagne au commerce international, en restant en poste, en décidant de ne pas se présenter au leadership, aident objectivement la cause du Parti libéral et du gouvernement libéral. Pourquoi? Parce que ça donne l'impression qu'on n'est pas dans une période de vacances où tout le monde court après ses ambitions plutôt que de s'occuper des vrais problèmes. Et ça, sans égard au fait qu'on va changer de premier ministre le 10 mars, objectivement, ça inspire plus confiance
auprès de l'électorat que si tous ces gens-là avaient dit, moi, je vais faire les deux en même temps, ou moi, je ne vais pas faire ce que je devrais faire parce que je veux essayer d'être chef du Parti libéral. Alors, jusqu'à un certain point, ça fait partie du grand portrait que les Canadiens voient, que les ministres qu'on disait susceptibles de vouloir devenir chef décident plutôt de rester à s'occuper des vraies affaires. Il va se passer encore pas mal de choses dans le courant des prochaines semaines. Puis vous savez quoi, on a réussi à pas parler du 51e État. Je me disais que, bof, on en a suffisamment parlé cette semaine. On reviendra peut-être, M. Trump, sans vouloir le ramener régulièrement. Alex, Chantal, Michel, merci infiniment. Bonne fin de week-end. Au revoir. Au revoir. Au revoir.